Ils voulaient continuer l'alignement sur les États-Unis, y compris l'achat de leur production militaire. Il y avait des gens au sommet qui voulaient une armée européenne et une industrie de défense européenne. Les États-Unis ont vu le danger, et dans mon livre, je donne toute une série de déclarations de dirigeants des États-Unis qui disent, des stratèges qui disent qu'il faut absolument éviter que l'Europe ait son armée, sa politique de défense et son industrie d'armement trop forte face à nous. Et donc, ils ont fait la guerre en Yougoslavie, en fait, pour empêcher l'Europe de s'unir et pour empêcher l'Europe d'avoir le contrôle du continent européen sur le plan militaire. Et Tony Blair, parlant de l'Europe en 2011, dit « Il ne faut pas se baser sur cette idée que l'Union européenne est nécessaire pour la paix. L'argument pour l'Europe aujourd'hui, c'est la puissance, pas la paix. » Et donc, on a toute une série de dirigeants et de stratèges européens qui développent l'idée que l'Europe devrait échapper à la domination des États-Unis et se lancer elle-même dans une politique agressive pour contrôler sa zone sans les États-Unis. Et donc, quand les États-Unis essayent d'engager l'Europe à les suivre en Syrie, contre l'Iran, ou dans le cas de l'Ukraine aussi, par exemple, c'est justement parce qu'ils veulent garder l'Europe sous leur contrôle. Quand il a déclenché la guerre contre le Kosovo, excusez-moi, Bill Clinton a dit la guerre au Kosovo, c'est une guerre pour savoir quel est le rôle des États-Unis en Europe et pour savoir qu'est-ce que nous allons vendre à qui. C'est une guerre pour savoir si les États-Unis ont toujours un rôle en Europe et vont pouvoir la dominer. De faire une armée européenne indépendante, c'est ça qu'il s'agissait de casser pour les États-Unis. Le commissaire Balt dit à Nuland, vous savez, il y a un peu des journalistes ont commencé à chercher, ils ont trouvé des informations que ces gens qui ont fait le coup d'État de Kiev, le coup d'État de Maïdan, il y a des fascistes là-dedans, il y a des pro-nazis, et c'est absolument vrai, ce sont vraiment des nazis racistes anti-juifs acharnés, et il dit à Victoria Nuland, ça va faire des grands problèmes parmi l'Europe et les dirigeants européens si on travaille là-bas avec des nazis. Et la réponse très distinguée de Madame Victoria Nuland est « fuck the EU ». L'Union européenne, je la baisse. C'est-à-dire, c'est très intéressant ça. Ça veut dire, pourquoi, alors qu'à la télévision, on est les plus grands alliés, les amis du monde, c'est des grands sourires, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? En réalité, chaque grande puissance joue son propre jeu, défend ses intérêts, et la prise de contrôle de l'Ukraine, c'est aussi contre l'Allemagne particulièrement, qui elle avait cherché une solution négociée à Kiev et en Ukraine. Pourquoi? Si vous regardez la carte, vous voyez, la zone naturelle de l'Allemagne, c'est vers l'Est, le partenaire naturel de l'Allemagne, c'est la Russie. Et donc, Kissinger et Brzezinski avaient déjà expliqué ça très bien dans les années 90, il faut absolument, pour contrôler l'Eurasie, il faut empêcher une alliance entre la Russie et la Chine, oui, mais aussi une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Il faut absolument garder l'Allemagne sous le contrôle des États-Unis, qu'elle n'ait pas d'armée indépendante, qu'elle n'ait pas une diplomatie indépendante. Et donc c'est à ça que pense cette dame si distinguée quand elle dit « fuck the EU », c'est vraiment dans l'idée, on est ici en fait contre les Européens. Et ça c'est une dimension importante de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Jamais on a eu autant de pays producteurs d'armes, ça devient chic et ça se fait sans aucune honte. Effectivement, l'industrie de l'armement, c'est un moteur important des profits des multinationales. Et on n'arrête pas de nous dire que les pays de l'OTAN doivent augmenter leur budget militaire et dépenser 2% de leur PIB, c'est énorme, pour la guerre. 2%. Alors on est dans une situation où il n'y a pas de travail pour les jeunes, où il y a des gros problèmes d'enseignement, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'éducateurs, il y a des gros problèmes de santé, la retraite des vieux connaît des problèmes qu'on exagère et qu'on amplifie, voilà. Et on a toute une série d'infrastructures qui se déglinguent, et on va aller gaspiller de l'argent à acheter des missiles, à fabriquer des missiles
et des drones, etc. Donc, on est dans, effectivement, le développement du complexe militaro-industriel avec des liens extrêmement étroits entre les firmes d'armement et le monde politique et des financements très importants. On a même une collaboration poussée. Il y a quelques jours, j'animais à Bruxelles un débat sur BDS, comment être solidaire des Palestiniens, sur la collaboration entre l'Union européenne avec l'industrie de l'armement en Israël. Ça, c'est un point très très important pour tous ceux qui militent pour les droits des Palestiniens, pour la fin du colonialisme et de l'apartheid. C'est un point très important de faire savoir que l'Union européenne finance la production des drones qui massacrent à Gaza, finance la production des armements et des balles qui massacrent à Gaza, coopère avec la police qui pratique la torture des prisonniers palestiniens. Il y a des programmes de collaboration entre universités avec ça, des échanges d'informations, puisque bien entendu les Palestiniens sont des terroristes, et donc on apprend du savoir-faire israélien. Ça, ce sont des... Et donc, Israël est complètement intégré maintenant comme une sorte de partenaire officieux de l'OTAN, comme un privilégié des relations avec l'Union européenne, et c'est pourquoi je pense qu'il est très très important de développer le boycott par rapport à ça. On présente l'industrie de l'armement comme un atout de notre économie qu'il faut développer. Ça veut dire qu'il faut fabriquer plus d'armes. Fabriquer plus d'armes, ça veut dire qu'il faut les utiliser, ça veut dire qu'il faut tuer des gens. Comment est-ce que c'est possible alors que les gens qui sont dans la rue ne sont pas des monstres quand même? Si on leur dit vos impôts servent à fabriquer les armes qui ont tué cette maman palestinienne ou ce petit garçon afghan ou ce vieillard libyen, les gens ne sont pas des monstres et vont dire ça je ne veux pas. Donc la question c'est comment c'est possible qu'on en arrive à ça? Je pense que c'est lié à deux phénomènes. Un, la déshumanisation des victimes. Les gens que nos armes tuent ne sont pas des êtres humains. On ne les présente pas, on ne les montre pas, on les cache. On prétend que nous visons seulement des militaires, des terroristes, des gens méchants, et il y a l'information cache les victimes. C'est quelque chose que Chomsky et Herman avaient très très bien montré dans leur très beau livre Manufacturing Consent, qui a été un point de départ dans mon travail sur les médias mensonges, un livre paru en 88, et on a le plaisir d'avoir dans la salle parmi nous le traducteur véritable de ce livre que les éditions Amici Action vont rééditer à partir de juin. Dans les années prochaines, c'est nous qui allons distribuer ce livre, une bonne traduction enfin rétablie. Herman et Chomsky avaient développé ce concept good victims and bad victims, les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et une bonne victime, c'est quelqu'un qui tombe sous les balles, les coups des méchants que nous combattons. Victime réelle, victime imaginaire déformée. Et ça, c'est les bonnes victimes. On va les présenter, on va les montrer de façon humaine, on va raconter leur vie, évidemment les photos, etc. Et là, on va toucher les gens. Et donc, s'il y a des attentats en Europe, et c'est horrible, là, on va en parler beaucoup. Le fait que les mêmes attentats se sont déroulés depuis des années, 100 fois plus, dans une série de pays arabes, ça n'a jamais fait la une. Et c'est ça, l'hypocrisie que j'ai essayé de dénoncer, mais ça m'a coûté très cher, dans Je suis ou je ne suis pas Charlie. Les attentats sont monstrueux partout, en France, en Belgique, en Syrie, en Irak, partout. Et donc, c'est ça qu'il faut analyser. Les victimes du Sud sont déshumanisées. On ne les verra pas, elles sont anonymes, et donc on a un vrai problème pour arriver à ce que ces victimes aient justement un visage et une existence. Les Palestiniens aussi sont, à de très rares exceptions près, jamais présentés pour montrer à l'opinion publique française ce que font
leurs alliés, ceux qui font les armes qu'on leur vend. Donc je crois qu'on a une bataille pour l'information extrêmement importante. C'était une période de grande revendication où il y avait un mouvement ouvrier assez fort. On l'a encore vu en mai 68. Et donc, face à ces contrepoids de l'Union soviétique, du mouvement ouvrier, des partis communistes, il fallait redistribuer des richesses pour calmer les gens, pour empêcher une révolution dans le Nord. Maintenant qu'on a détruit l'Union soviétique, qu'on a détruit une série de pays anticoloniaux et qu'on a intensifié le pillage du pétrole, du gaz et toute une série de matières premières, on se retrouve sans frein, sans contrepoids. Et en fait, le capitalisme, même dans le Nord, montre comment il est, parce qu'on détruit la sécurité sociale, on s'attaque aux retraites, on transforme tout le monde du travail en une série de jobs précaires, flexibles, sans statut. Je veux dire, chercher un emploi maintenant, c'est pas du tout la même chose que quand nous étions jeunes. Et donc, on profite, le système profite justement du fait qu'il n'y a pas un contrepoids ou une alternative dans laquelle les gens croient pour vraiment se déchaîner effectivement contre la génération actuelle qui est au travail ou qui devrait être au travail. Et donc l'exploitation est poussée, je suis d'accord avec vous, il y a toute une série de pays du Nord qui deviennent des pays du Sud. Regardez la Grèce, regardez des retraités qui doivent vivre avec 300, 200, 150 euros par mois. Et pendant ce temps-là, on pousse la Grèce encore à dépenser 2 milliards pour moderniser ses chasseurs de combat. L'Allemagne leur a vendu 5 ou 6 milliards, je crois, d'équipements, alors qu'ils étaient déjà en pleine crise. Donc, effectivement, on est en train de presser le patron, y compris dans le Nord. Ce qu'on appelait le modèle allemand a été complètement détruit et remplacé par un modèle où les gens travaillent pour 5 euros de l'heure et parfois même 1 euro de l'heure. Donc on a effectivement 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté en Allemagne. Les réformes du monde du travail avec Valls, avec Macron, c'est pour fabriquer ça. C'est-à-dire des gens qui vont finalement payer pour travailler. La bataille entre les multinationales se gagne en licenciant le maximum de gens et en faisant travailler ceux qui restent pour les salaires les plus bas possibles dans les conditions les plus horribles. C'est-à-dire aussi, là, il faut être clair, hein, la semaine de travail, elle n'arrête pas de se rallonger. Hein. On revient à ce que Marx dénonçait, le capitaliste qui essaye tout le temps d'allonger la durée du travail pour exploiter encore plus. Toute la stratégie de l'élite qui nous gouverne, c'est de dresser les pauvres d'ici contre les pauvres de là-bas. Et donc de faire croire que les immigrés viennent voler le pain des Français, de faire croire que les musulmans vont installer la charia et que la France ne sera plus la France, et donc de flanquer la trouille. On est en fait dans la société de la peur, c'est ultra important, d'où les préjugés racistes, d'où l'islamophobie, d'où l'analyse, la propagande sur le terrorisme en refusant d'analyser les causes et en voyant uniquement les conséquences pour s'en servir pour flanquer la trouille aux gens. Et donc, oui, on est dans... il n'y a pas 36 façons. Quand ils sont de plus en plus inhumains, de plus en plus exploiteurs, il faut que les pauvres se battent entre eux. C'est la seule manière qu'ils ont de s'en sortir. Je pense que Poutine, au départ, et les oligarques, ils ne rêvaient que d'une chose, c'est d'être admis dans le club des grandes puissances capitalistes occidentales. Ils voulaient devenir les amis de Washington, de Paris et de Londres. Mais on leur a dit non, même si vous devenez capitaliste, vous êtes encore nos ennemis. Et ça, c'est la logique de la bataille capitaliste. Hein. Il n'y a pas d'amis dans le monde capitaliste. Hein. C'est la bataille de tout le monde contre tout le monde. Et si on peut piquer des parts de marché, si on peut voler des usines, si on peut attraper des matières premières, on va le faire tout le temps. Donc la Russie est devenue une proie pour eux, comme l'était l'Europe de l'Est. Et à un moment donné, la Russie a décidé de se défendre. On vit maintenant en France un climat de terrorisme idéologique et intellectuel très grave. On n'a plus le droit de poser des questions. Faut-il, peut-on faire la guerre contre tel ou tel pays? On n'a plus le droit de poser cette question. On devient automatiquement un ami des dictateurs, peut-être même financé par les dictateurs en question. Et le débat est mort. On n'a plus le droit de dire, peut-être qu'avec la Russie,
ça n'est pas une politique de confrontation, de sanctions et d'encerclement militaire qu'il faudrait mener, mais une politique de négociation, de diplomatie, de tentative de réduction des armes nucléaires qui font peser un degré énorme sur l'humanité. On n'a plus le droit de dire ça en France quand on est de gauche, parce qu'on se fait automatiquement traiter d'agent de Poutine. Il y a des gens qui vous collent des étiquettes, mais qui refusent le débat et la discussion. Or, si on se trompe tellement, si on est vraiment tellement dans l'erreur, ça ne devrait pas être très compliqué de le montrer. Donc pourquoi est-ce que les gens qui diabolisent, qui calomnient, qui prétendent détenir la vérité sur la géopolitique internationale, pourquoi est-ce qu'ils refusent le débat? Il y a un climat de terrorisme intellectuel qui consiste à débattre seulement avec ceux avec qui on est d'accord. C'est quand même du choc des idées, de la discussion qu'on peut apprendre l'un de l'autre et que l'on peut mieux arriver à comprendre et à cerner les problèmes et à échanger des informations. Donc je crois que l'industrie de la peur, qui est un mécanisme important du système capitaliste occidental pour empêcher les gens de trop réfléchir et pour faire en sorte qu'ils appuient sur la bonne case dans les bulletins de vote et qu'ils soutiennent les guerres, l'industrie de la peur, malheureusement, a des séquelles aussi dans le mouvement intellectuel et le mouvement qui se veut de gauche en France. Si on commence à examiner les faits et à tout vérifier, ils vont bien voir que ça ne tient pas à ce qu'ils ont raconté, que les guerres ne sont pas humanitaires, les guerres sont économiques. Je ne suis pas pessimiste. Et je ne suis pas venu ici pour vous donner des cauchemars et perturber votre nuit. Je pense que s'il y a une telle industrie du mensonge, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Je pense qu'ils savent que la majorité des citoyens ne croient plus tellement à la télé, se méfient des médias, la peur économique et sociale fait en sorte de bloquer la liberté citoyenne, la liberté de discussion, oui, et pousse les gens au chacun pour soi. On doit essayer de montrer aux gens que la guerre n'est pas la solution et qu'elle ne fera qu'aggraver leurs problèmes, que la guerre n'est pas une guerre pour défendre les populations contre un danger extérieur, mais est une guerre pour défendre les profits du 1%. Et que c'est nous qui payons la guerre, c'est nous qui payons ses conséquences avec les attentats, avec l'immigration, avec la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, qui est évidemment la devise numéro 1 du capitalisme. En faisant tout ça, ils sont obligés d'accumuler les mensonges. Je veux dire, dans les années 50, 60, 70, il y avait encore un certain ciment social, il y avait encore une certaine croyance. La majorité de la population croyait vraiment que les ministres allaient améliorer leur situation. Une grande méfiance par rapport à la corruption qui règne dans le monde économique et dans le monde politique. Ce sont des phénomènes qui peuvent déboucher soit sur une solution fasciste, soit sur une révolution populaire. Et donc, c'est important de mener la bataille des idées, et la bataille des idées, pour moi, c'est en premier la bataille de l'info. J'ai essayé dans le livre Israël Parlons-en, où j'essaie de donner des conseils aux gens pour la discussion probablement la plus difficile à mener à l'époque actuelle. Et j'indique un peu une stratégie quand on veut discuter avec des gens qui ne sont pas de la même opinion, qui se méfient, qui sont calés sur leurs idées. Je crois qu'il faut être capable de discuter à partir des faits et essayer de rendre la discussion la plus rationnelle possible, de ne pas discuter émotion contre émotion, oui mais les étrangers, oui mais les musulmans, oui mais les Palestiniens, mais de vérifier ensemble les faits. Il faut pouvoir maîtriser les dossiers importants comme la Palestine, le Moyen-Orient, le Venezuela, l'Ukraine, etc. Pas en lisant des bibliothèques, c'est impossible à chacun de faire
ça, mais en essayant de trouver l'essentiel pour pouvoir faire des discussions concrètes avec les gens autour de soi. Eux, ils ont l'argent, ils ont évidemment des experts en mensonges, mais nous sommes les plus nombreux et nous sommes sur le terrain à pouvoir discuter avec les gens et ça, ils ne peuvent pas faire. Et la bataille est possible parce que les gens sont en train de se rendre compte que ce système ne marche pas, ne fonctionne pas, que ça ne peut pas continuer, qu'il faut chercher autre chose. Vous avez des gens qui sont en train de chercher dans l'économie partagée, dans la solidarité, dans les actions plus écologiques, qui se rendent compte qu'on ne peut pas continuer à gaspiller, à polluer, à se tourner les uns contre les autres. Même dans cette société extrêmement stressante et agressive, on voit la volonté des gens de chercher un meilleur monde, et je pense vraiment que c'est possible. Merci. Voilà. Voilà. Nous avons bien compris. Nous avons suivi l'homme qui nous a bien décrit la société capitaliste. Hein? Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses.